Bienvenue à tous dans ce grand journal au sommaire. République centrafricaine, réécriture de la Constitution, la cérémonie d'installation officielle des membres livre ses premiers dérivés. Au lendemain de la cérémonie à laquelle le président Touadéra a tenu un discours, il a signé ce 15 septembre 2022 un décret entérinant la désignation par leur père des membres du bureau du comité chargé de rédiger le projet de la nouvelle Constitution de la République centrafricaine. Qui sont ces membres de ce bureau? On en parle dans ce grand journal. Et puis Côte d'Ivoire, affaire des 46 soldats écroués à Bamako. Ouattara appelle à une solution diplomatique. C'était au cours d'une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité tenue le 14 septembre dernier sous la main du président ivoirien, durant laquelle il a rappelé également différentes manœuvres de plusieurs chefs d'État africains de solder cette crise en entente entre les deux pays, Côte d'Ivoire et Mali, qui dure depuis le 10 juillet 2022. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Grand Journal sur For You Télévision, également retransmis sur For You Radio 96.3 FM. Eh bien, nous démarrons en parlant de la cérémonie d'installation officielle du comité chargé de réécrire la Constitution qui s'est tenue le 14 septembre dernier en présence du président Faustin-Archange Touadéra, qui a d'ailleurs tenu un discours à propos dans lequel il a rappelé le projet de révision de la Constitution émane d'un appel du peuple auquel l'Assemblée nationale a répondu par l'affirmative. Je cite, la Constitution du 30 mars 2016, vous le savez, ne confère ni au président de la République ni à une autre institution le pouvoir de se dresser devant la souveraineté populaire, de limiter ou d'empêcher l'exercice de cette souveraineté. Fin de citation. Par la suite, le président Archange Touadéra a tenu à rassurer les âmes inquiètes depuis l'annonce de ce processus de révision de la Constitution en rappelant son ferme engagement à renforcer l'ancrage démocratique en RCA. Le président centrafricain s'est adressé au comité en place en rappelant à celui-ci la lourde tâche qui lui revient, qui devrait d'ailleurs remplir en respectant la tradition républicaine du pays, l'indépendance du comité et l'inclusivité de ce dernier. Le président Touadéra a terminé son propos par des félicitations et exhortations. Je cite, je vous exhorte à mettre vos nombreuses expériences et votre génie au service de notre nation. Fin de citation. Il a déclaré officiellement installer le comité. À la suite de ceci, comme je vous le disais, il y a donc ce nouveau communiqué qui nous est arrivé au cours de cette journée, ce 15 septembre 2022, un décret présidentiel entérinant, bien sûr, la désignation par leur père des membres du bureau du comité chargé de rédiger le projet de la Constitution de la République centrafricaine. Il s'agit de quelques membres, notamment le président honorable Évariste Ngamana, le premier vice-président, M. Arnaud Djoubaye Abazeni, deuxième vice-président, M. Syriac Gonda, troisième vice-président, M. Timéléon Baïkoua, rapporteur général, M. Alexis Nduya Yabela, premier rapporteur général adjoint, M. Bertrand Kekentona, deuxième rapporteur général adjoint, Mme Nathalie Crescence Dobet, le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel comme le veut le président de la République centrafricaine. Et à la suite de cette nomination, ou du moins de cette équipe qui a été entérinée, le nouveau président du comité de la rédaction de la nouvelle Constitution de la République centrafricaine a invité les membres du dit comité installé le mercredi 14 septembre 2022, tout simplement par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à bien vouloir prendre part à une importante réunion qu'il présidera personnellement le vendredi 16 septembre 2022 à 10h dans la salle de conférence de la Cité des chefs d'État 6 face au commissariat central. Vu l'importance des points à l'ordre du jour, la présence de tous et de chacun est vivement souhaitée. C'est signé l'honorable Évariste Ngamana.
Et on parle justement de l'honorable Évariste Ngamana qui a été nommé par décret présidentiel président du bureau du comité de rédaction de la nouvelle constitution. Pourquoi est-il considéré comme une carte principale du gouvernement? Quelles sont les œuvres qui poussent le président Faustin-Archange Touadéra à lui vouer toute sa confiance? Élément de réponse dans cet élément signé Eboké Angalé. Originaire de Carnot, ville située dans la préfecture de Montbéry-Kadéi, en République centrafricaine, et issu d'une famille assez noble, l'honorable Évariste Ngamana a passé son parcours scolaire élogieux dans la ville de Boire, avant de le poursuivre au petit séminaire Saint-André de Berbérati entre 1989 et 1993, puis au moyen séminaire Saint-Paul à Bangui de 1993 à 1996, avant de suivre les formations philosophiques et théologiques au grand séminaire Saint-Marc de Bangui. Cette étape très pieuse a fait d'Évariste Ngamana un bon citoyen et surtout un croyant sociable et social, ouvert, courtois et prêt à donner son meilleur là où le besoin se fait sentir. Ordonné prêtre de l'église catholique romaine, ce dernier s'était mis au service des croyants, voire de son pays, en tant que curé de la paroisse de Bohong dans le diocèse de Boire, directeur adjoint du petit séminaire de Yolé, avant de quitter le sacerdoce, certainement pour des raisons que le Tout-Puissant lui aurait dictées. En 2011, il a obtenu sa licence en droit privé suivi de son master 1 en droit des affaires à l'ENA en France. C'est dire qu'on a affaire à un intellectuel avéré qui s'est donné corps et âme pour ses formations dans plusieurs domaines où il a pu obtenir des diplômes, certificats et attestations. Évariste Ngamana a enchaîné entre autres le certificat du cycle international spécialisé en administration publique en France, l'attestation en management de l'administration publique de l'ENA de France, l'attestation en management de gestion de projet, perfectionniste avec un parcours remarquable et une histoire assez particulière. Évariste Ngamana a su séduire le président Faustin-Archange Touadéra qui lui cède le poste de rapporteur général et porte-parole du mouvement Cœur Uni. Compté parmi les personnalités les plus brillantes et intellectuelles de la République centrafricaine, il est actuellement président du groupe parlementaire MCU à l'Assemblée nationale, président du groupe d'amitié interparlementaire Centrafrique-Chine, chef de délégation centrafricaine aux assemblées parlementaires paritaires ACPUE, vice-président du Parlement communautaire de la CEMAC, chef de délégation des députés centrafricains à la CEMAC. Contrairement aux dires et accusations contre l'honorable Ngamana, il a toujours eu un bon témoignage partout où il passe. Il fut chef de service des séances et directeur des lois avant d'être promu conseiller spécial au cabinet du président de l'Assemblée nationale, puis nommé directeur de cabinet au ministère en charge du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République entre 2016 et 2021. Évariste Ngamana, qui n'a point renié ses origines, a été sollicité à plusieurs reprises par les siens à l'Assemblée nationale afin de défendre leurs intérêts en particulier et ceux de la RCA en général. Après une tentative en 2016, l'ancien prêtre de l'Église catholique a fini par remporter la manche dès le premier tour des législatives de 2021, suivi par le choix de ses collègues qui ont vu en lui un homme crédible pour le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est pour dire que ce dernier est un encadreur et un bon manager qui sait assumer ses multiples fonctions. Une personnalité qui sait communiquer et analyser les problèmes avant de les traiter pour des solutions probantes. Loin des spéculations de tout genre, une véritable machine à tout faire de façon excellente, cet homme d'affaires, marié et père de 2 enfants, qui vient d'être nommé à la tête du bureau du comité de rédaction du projet de la nouvelle constitution de son pays, la République centrafricaine, n'a plus besoin de démontrer ses compétences. Parlons à présent de l'actualité du côté du Mali où ce 15 septembre s'ouvre la semaine de réconciliation et de la paix. Celle-ci va se clôturer le 21 septembre 2022 et sous le thème « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali ». L'événement sera meublé par des activités éducatives citoyennes, sportives, civiques et culturelles. L'objectif étant de cultiver la restauration de la paix et renforcer la cohésion sociale. Le colonel Ismaël Ouagué est ministre de la Réconciliation nationale. Il revient dans cet élément sur le bien fondé de la semaine de réconciliation et de la paix au Mali. En 2022, s'ouvre la semaine nationale de la réconciliation.
sur l'ensemble du territoire national, sans exclusion aucune. Cette semaine est dédiée à la réconciliation, à la paix, au pardon, à la cohésion et au vivre ensemble entre les filles et les fils de notre pays, le Maliba. Cette cohabitation harmonieuse et pacifique, tant enviée et tant variée, se voit aujourd'hui mise à mal suite à des crises cycliques favorisant une insécurité grandissante et généralisée, une fissure du tissu social et un effritement des valeurs telles que la tolérance, le pardon et la solidarité. C'est pourquoi la semaine du 15 au 21 septembre 2022, marquant la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation, sera mise à profit pour parler de nos valeurs séculaires, celles-là même qui ont fondé le ciment de notre unité nationale et notre cohésion sociale, notamment le Sinankouya, le Nimoya, le Siginoya, le Bouraya, pour ne citer que ceci. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, et à présent, en Côte d'Ivoire, je vous l'annonçais en titre, une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité a eu lieu le mercredi 14 septembre 2022 au palais de la présidence de la République, sous la présidence d'ailleurs de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, au cours de cette réunion qui a porté sur la situation des 46 soldats ivoiriens encore détenus au Mali. Le président de la République a informé le Conseil national de sécurité des initiatives prises par son Excellence le président Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, et plusieurs autres chefs d'État, notamment le président Macky Sall. Président également en exercice de l'Union africaine, son Excellence Umaro Sissoko Ambalo, président de la République de Guinée-Bissau, et président, bien sûr, en exercice de la CEDEAO, son Excellence Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition du Burkina Faso, Mohamedou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria, Mamadi Doumbouya, président de la transition de la République en Guinée-Conakry, ainsi que son Excellence Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, en vue d'une résolution par voie diplomatique de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, crise qui est consécutive à l'arrestation le 10 juillet 2022 à Bamako de 49 soldats ivoiriens. À présent, nous parlons de l'actualité au Tchad, où Tom Erdimi, frère de l'ancien chef rebelle Timan Erdimi, est désormais un homme libre. Il s'agit d'une grâce présidentielle accordée par le président Abdel Fattah al-Sisi sur la demande du président de transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno. Cette libération du frère Erdimi était un prérequis à l'adhésion du mouvement, à l'adhésion bien sûr au dialogue national inclusif de l'Union des forces de la résistance. Je vous propose ce reportage signé Bala pour plus de détails. Tom Erdimi est libre. Emprisonné depuis plusieurs mois en Égypte, le frère jumeau de Timan Erdimi a été gracié par le président Abdel Fattah al-Sisi. Neveu de l'ancien président tchadien Idriss Déby Itno, Tom Erdimi fut par ailleurs son directeur de cabinet en 1991, avant d'être chargé de certaines activités pétrolières. Il était entré en rébellion en 2005, conduisant plusieurs offensives visant à renverser M. Déby en 2008 et 2019. Une opération qui lui vaudra une condamnation à mort par contumace, alors même qu'il était en exil à l'étranger. La libération de Tom Erdimi sonne comme une lueur d'espoir, celle qui verra la réintégration de l'Union des forces de la résistance au dialogue national, inclusif et souverain, actuellement en cours en N'Djamena. Rappelons que depuis novembre 2021, le pouvoir de transition avait déjà accordé une amnistie générale aux rebelles affirmant vouloir faire table rase des vestiges hérités des périodes sombres du Tchad. Le dialogue national inclusif et souverain qui se tient actuellement devrait permettre au président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, de rendre le pouvoir aux civils par la voie des élections libres et démocratiques.
Escale à présent au Cameroun avec 138 personnes sur 3027, dont essentiellement des femmes enceintes qui ont été testées positives au VIH-Sida ainsi qu'à la tuberculose, positive également ces derniers mois dans le littoral. Ce sont des données rendues publiques au cours d'une réunion d'évaluation du projet Catalyzing Covid-19, action tenue ce 15 septembre à Douala, organisée par la délégation régionale de la santé publique du littoral en partenariat avec UNATAID, EG-PAF. Il est question de renforcer le diagnostic et le lien du traitement des cas Covid-19 par les approches innovantes. Je vous propose cet élément signé Florent Noira. Comme bon nombre de pays dans le monde, le Cameroun est engagé depuis l'avènement du Covid-19 à faire face à la maladie. Et pour l'occasion, de nombreuses actions ont été menées par le gouvernement à travers le ministère de la Santé publique en vue d'y assurer une réponse efficace dans toute l'étendue du territoire. C'est tout le sens de la tenue le 15 septembre 2022 à Douala de la réunion d'évaluation des activités du projet Catalyzing Covid-19 Action, CCA Programme Review. Ici aujourd'hui, dans le cadre de la réunion de revue du projet CCA, Catalyser l'action de Covid, depuis un peu plus de 2 ans, à peu près 2 ans et 6 mois, le Cameroun, comme la grande majorité du monde, des pays du monde, fait face à la pandémie à Covid-19. Beaucoup d'activités de riposte ont été mises sur pied par le gouvernement camerounais et ont été suivies par le ministère de la Santé publique à travers son centre de coordination des opérations d'urgence de santé publique et le FGI, le système de gestion des incidents décentralisé au niveau des régions. Organisé par la délégation de la santé publique pour le littoral en partenariat avec son partenaire technique United ICPAF, la réunion de Douala vise à renforcer le diagnostic et le lien au traitement des cas Covid dans la région du littoral à travers des approches innovantes. Au niveau de la région du littoral, cette action s'est menée sur le terrain, dans les différentes formations sanitaires, à travers aussi l'action du FGI littoral, à partir des points d'entrée que sont l'aéroport et le port. Un nombre d'activités ont été menées, mais vu la courbe que prend la pandémie dans notre pays et dans le monde en général, il a été question de mener des actions qui pourraient un peu pérenniser cette riposte au niveau de notre pays. Et c'est dans ce cadre-là que ce projet est intéressant et important, parce que c'est un projet qui a visé à ce que des dispositifs qui pourraient être pérennisés puissent être installés dans les formations sanitaires et voir dans quelle mesure ces activités de riposte pourraient entrer dans les habitudes de prise en charge dans nos formations sanitaires et dans notre système de santé. Et au cours des travaux, l'on a été notifié que sur 6 883 personnes éligibles au test, 3 027 ont été testées et 138 personnes, dont les femmes, enceintes et allaitantes vivant avec le VIH et atteintes de la tuberculose. Soulignons que le dit projet couvre 3 régions du Cameroun, le littoral, le centre et l'ouest. Et d'autres pays, à l'instar du Mali, sont également en train de prendre des mesures suite à la montée fulgurante de la maladie. Toutefois, l'OMS, à travers son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé le 14 septembre 2022 la fin prochaine de la Covid-19. Au Kenya à présent, après avoir prêté serment il y a quelques jours, William Ruto, le nouveau dirigeant du Kenya, a officiellement rendu public ses premières décisions, notamment sur l'économie en peine du pays. Le président a ordonné la suspension des subventions aux produits pétroliers enclenchées par son prédécesseur. Celles-ci sont jugées trop onéreuses et facteurs d'augmentation de la dette publique. Plus de détails dans cet élément. À la suite de cette décision, c'est une hausse de 12% qui a été immédiatement constatée sur les prix du gasoil, du kérosène respectivement coûteux de 20 et 25 shillings selon l'EPRA, Autorité de régulation de l'énergie et des produits pétroliers au Kenya. Des tarifs applicables jusqu'à la date du 14 octobre. William Ruto vient ainsi mettre fin à une politique de subvention mise sur pied par son prédécesseur Uhuru Kenyatta, jugée inefficace et trop onéreuse,
pour l'État qui avait pour but de soutenir les prix à la pompe et maintenir la désescalade chez les bas peuples. Il s'agit de 144 milliards de shillings. Le président Ruto, dont le pays possède l'une des plus influentes économies en Afrique, a annoncé lors de sa campagne électorale qu'il travaillait à des mesures pour la baisse de l'inflation, aujourd'hui estimée à plus de 8%. En juillet dernier, le gouvernement annonçait déjà ses intentions de supprimer ces subventions coûteuses pour l'État et selon le secrétaire du cabinet au Trésor national et à la planification, Okour Yatani, cette décision visait à diminuer le budget de l'État ainsi que permettre la réorientation des dépenses publiques vers des secteurs qui soulageraient la classe vulnérable. La subvention en voie de dépasser son allocution augmenterait donc la dette publique. Aujourd'hui, le défi du nouveau dirigeant du Kenya est de rattraper ce gouffre financier, longtemps crié par ses subventions onéreuses, mais plus que jamais, dans la même foulée, contenir l'inflation qui pourrait devenir une cause de grogne au sein du peuple, qui supporte déjà mal les conditions de vie difficiles, avec la cherté sur les étals et désormais à la pompe, qui devrait être suivie par une augmentation des tarifs de transport. Les 100 jours dont dispose Ruto pour respecter ses promesses sont entamés de moins de 10 jours. Au Cameroun présent, le taux de pénétration à Internet dans le pays a largement grimpé pour atteindre plus de 35% en 2022. C'est que la transformation digitale gagne du terrain dans les entreprises, mais également dans les ménages. Les chiffres ont été dévoilés lors de l'ouverture du Forum de la transformation digitale, débuté le 14 septembre 2022 à Yaoundé. Celui-ci s'achèvera le 16 septembre prochain. Reportage. De 4,3% en 2010 à 36,5% en 2022, ce sont les chiffres de l'amélioration de la pénétration à Internet au Cameroun. Des chiffres rendus publics lors du 22e Forum sur la transformation digitale organisé par l'ANTIC, Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, dans la ville de Yaoundé, depuis le 14 septembre, ce jusqu'au 16 prochain. L'ANTIC a pour rôle de faire l'état des lieux du niveau de transformation digitale et proposer des stratégies adaptées aux réalités du Cameroun. Et selon une analyse de l'agence, 89% des structures disposent d'une stratégie de formation digitale, 80% d'un site web, ce qui constitue de grandes avancées. Et pourtant, tout n'est pas encore joué. Sur le chemin de la digitalisation, le manque de formation, de ressources humaines et même d'infrastructures facilitatrices sont des pierres qui constituent un frein. Le forum sur la transformation digitale, notamment la 22e édition, est une période qui permet à l'ANTIC de mettre en exergue l'apport du numérique dans l'optimisation des processus, des structures et administrations du pays. L'ANTIC étant une entité publique, lors du forum, elle s'associe également avec le secteur privé pour mieux agir et penser ensemble dans le but de corriger la situation digitale au Cameroun. Et voilà qui met fin à cette édition d'information sur For You Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. L'information et les programmes se poursuivent sur notre télévision. Au revoir, Maïdou Gouri.